Et un mois après, j'ai un coup de fil qui, pour résumer, me dit « On a oublié une vérification et on ne peut pas t'accorder le financement. » Il y a une partie de moi qui est restée sur cette aire d'autoroute où je me suis arrêté pour pleurer parce que je comprends très très vite tout ce que ça implique. Bienvenue dans Odyssée, le podcast qui explore l'aventure entrepreneuriale dans toute sa richesse, entre réussite, défis et apprentissage. Aujourd'hui, j'accueille Loïc Voluer, fondateur de Logiplace, une start-up innovante qui digitalise la gestion des cimetières, offrant ainsi une solution à un domaine souvent négligé. Avec franchise et émotion, Loïc partage son parcours, des débuts prometteurs, une croissance rapide jusqu'à un choc brutal qui a mis en péril son entreprise. Il revient sur les leçons tirées de cette épreuve, sa résilience face à l'adversité et les valeurs fondamentales qui guident son leadership. Un témoignage authentique pour inspirer et soutenir tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur aventure entrepreneuriale. Vous écoutez Odyssée et je vous souhaite une bonne écoute. Loïc, bienvenue sur Odyssée. Odyssée, c'est un podcast qui justement en fait, a pour objectif, ambition, si je puis dire, de documenter quelque part en fait l'aventure entrepreneuriale avec tout ce qu'elle a de plus beau et de plus les hauts les bas en fait, si tu veux, tu vois, de manière à ce que les gens qui nous écoutent, qui sont sans doute des entrepreneurs, sans doute des aspirants entrepreneurs, des porteurs d'idées, porteurs de projets, puissent découvrir dans le cadre d'une conversation en fait toutes les facettes de ce que c'est. Alors bienvenue du coup sur Odyssée. Merci Eden, merci de me recevoir, merci d'avoir entendu le petit message que je voulais faire passer aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? On disait tout à l'heure qu'on s'est rencontrés en 2017, il me semble, parce que j'ai commencé à travailler à Technopole fin 2017. Voilà, et je suis rentré dans le... Même pas fin, en fait, je suis arrivé et c'était Plug and Start. Et ensuite, c'était Game of Rain. Et on s'est rencontrés, nous, en fait, quand tu as créé ta boîte, du coup, Logiplace, tu vas en parler, et quand tu as été incubé à la Technopole de l'Aube. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai créé Logiplace en 2019, mais tout le projet d'incubation datait de 2018. Et du coup, je suis arrivé à la Technopole sans du tout connaître quoi que ce soit de l'univers des startups, de l'innovation et tout. Et du coup, je me souviens on avait un petit peu échangé ensemble à l'époque, avant que j'intègre vraiment la Technopole. Et j'avais beaucoup aimé ce contact sympathique qu'on avait eu ensemble et cette bienveillance que tu dégages. C'était chouette. Et du coup, Logiplace créé 2019. C'est une entreprise qui a créé un logiciel pour aider les collectivités à gérer leur cimetière. Un problème très simple, savoir qui est où et savoir les places disponibles et ne pas faire d'erreurs juridiques, parce que mon premier métier, c'est d'être juriste. Okay. Et donc, on a créé toute cette interface-là de gestion pour les collectivités. Juste pour revenir là-dessus, ça veut dire que il faut quand même que les gens sachent que la gestion du coup des cimetières, elle n'est absolument pas numérisée. C'est des gros dossiers, du papier en fait, à l'ancienne, avec des gros classeurs où les gens disent on va trouver un tel si on doit chercher quelqu'un qui est mort, trouver la parcelle où il est, en fait, c'est ça, ou le lot peut-être. Alors en fait, on parle de concession pour les cimetières. Ouais. Okay. Et il y a encore à peu près la moitié des cimetières de France qui ne sont pas digitalisés. Okay. Donc ça veut dire le plan qui date au mieux des années 90, ça fait quand même un peu plus de 30 ans, au pire début du 20e. Et des archives qui sont dans des boîtes entassées, pas forcément triées. Donc c'est assez compliqué quand nous on récupère ça, où il faut remettre la personne à la bonne place. Donc on a déjà eu des actes qui remontaient à l'époque Louis-Philippe. Ok. On fait un voyage dans le temps extraordinaire. Tu me dis Louis-Philippe, ça me parle pas, mais à t'entendre, ça sent la poussière, ça sent le... Ouais, clairement, ça sent la poussière. Et après, il faut qu'on mène une enquête pour savoir est-ce que cet emplacement-là, cette concession-là existe encore.
Et où est-ce qu'elle est dans le cimetière. Oh putain, c'est un escape game en fait. C'est un travail que mon assistante administrative, Shamara, réalise avec beaucoup de soin, beaucoup de minutie, qu'elle fait très bien. Et je pense qu'elle est super douée pour ça. Et mais c'est un côté super passionnant parce que quand on a résolu et qu'on a réussi à placer tout le monde aux bons endroits, on sait que la mairie, quand elle aura une demande d'une famille, elle pourra répondre en quelques secondes. Ouais. Donc c'est super épanouissant en fait. On a une vraie mission de service public qu'on ne soupçonne absolument pas. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Cet été, je suis allé à Tours. Voilà, c'était une étape sur mon chemin de vacances. Et j'ai mon grand-père qui est enterré là-bas. Et je suis jamais allé lui rendre visite en fait. Donc du coup, j'appelle ma mère. Maman, papy, il est enterré où en fait? Et il faut savoir qu'à Tours, en l'occurrence, il y avait deux cimetières en fait. Donc je vais dans le premier, elle me décrit un petit peu à quoi ça ressemble et tout, tu vois. Donc elle me dit à côté des grands arbres, il y a les tombes, il y a le mur, tout ça. Et en fait, lui, il a une urne en fait dans le mur, tu vois. Donc il n'a pas de sépulture, tu vois. Et je cherche, tourne, mais je vois pas en fait ce qu'elle me dit, tu vois, et je le trouve pas. Donc le fameux mur dont elle me parle, je regarde les noms et tout, il y a pas mon grand-père, tu vois. Et je lui dis, maman, t'es sûre et tout? Elle me fait, oui, machin, c'est ça. Elle me dit, attends, je demande à ma sœur. Donc bon, je lui ai dit, moi, je vais me renseigner, je vais trouver un gardien, quelqu'un qui peut me donner la réponse, tu vois, parce qu'en fait, on devait, c'était juste, on sortait de l'hôtel, on partait de l'hôtel et on devait reprendre la route. Donc on perdait du temps quelque part, tu vois. Fallait pas que ça dure 3 heures. Et du coup, je vais sur la petite cabane, le petit box là, du gardien. Et là, il y a un papier avec un QR code. Et là, en flashant le QR code, je tape le nom de mon grand-père et ça me donne son emplacement, en fait. Tu vois, et c'était dans un autre cimetière qui était à 3 minutes en voiture, mais bon, voilà, c'était pas le même. Et finalement, j'ai pu, en fait, du coup, aller voir où mon grand-père a été, je vais dire, stocké. Non, mais c'est des formations de geek numérique, tu vois. On parle de stockage, là, tu vois. Ouais, emplacement de stockage. Tu sais, je parle de défunts Ouais. comme d'autres parlent de fournitures. Oui. Nous, c'est en fait la personne inhumée, alors avec tout le respect qu'on a pour les défunts, pour les personnes qui sont au cimetière, Ouais. pour nous, c'est une donnée qu'on doit stocker. Et en fait, quand il nous en manque une, on a ce truc-là. L'expérience que tu racontes, Ouais. elle se finit bien. De ouf. Mais dans 95% des cas, la personne qui est au cimetière, elle n'arrive pas à s'en sortir. D'accord. Parce que toi, tu as eu de la chance d'avoir une petite cabane, d'avoir un QR code, de pouvoir faire ta recherche. Et c'est très frustrant pour les familles. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Si les familles ne retrouvent pas l'emplacement, bah, du coup, il n'y a pas d'entretien. Donc, le cimetière se délabre. Et du coup, on perd petit à petit l'histoire des collectivités comme ça. Donc, nous, on essaye justement de sauvegarder tout ce qu'on peut sauvegarder. Il y a des personnes qui malheureusement commencent à vieillir, mais qui ont connu les cimetières il y a 50, 60 ans. Et du coup, c'est leur mémoire qu'on cherche, nous, à sauvegarder. Donc et c'est passionnant, en plus. Et l'ambiance dans laquelle on le fait encourage les clients, en fait, les collectivités, à faire ce travail de recherche encore plus approfondi de leur côté. Ouais. C'est un vrai... Nous, on rentre dans un cercle vertueux avec notre logiciel. C'est génial. Enfin, je suis passionné. Ouais, mais déjà, ça se voit. Et puis, je trouve que c'est toujours passionnant de venir dépoussiérer quelque chose qui, de prime abord, en fait, n'est pas naturellement attiré par le numérique, en fait. Et là, à travers ta solution, tu apportes vraiment du plus et tu permets à des gens comme moi, en fait, de retrouver, en fait, quelque part l'histoire, la mémoire, tu vois. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, bravo pour ça. C'est gentil. Mais en fait, on est là aujourd'hui pour parler d'une expérience que tu as eue, un coup dur, on peut parler de ça, ou je sais pas comment tu peux qualifier ça aujourd'hui, mais c'était genre, il y en a qui pourraient dire une traversée du désert, ou comment est-ce que tu qualifies ce que toi tu as vécu récemment et ce pourquoi tu es là? Alors, traversée du désert, non, parce que ça a été un désert assez court, ça a été très violent. Ok. Douche glacée. Canicule aussi. Et très gros coup de chaud.
Ouais. Donc en fait, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup, qu'il a fallu gérer, Mhm. digérer. Et ça a été vraiment une expérience ultra formatrice, comme la plupart des expériences, hein, de toute façon. Mhm. Comme toutes les expériences d'ailleurs. Mhm. C'est qu'on en tire du bon ou du moins bon, ça sert pour après. Bien sûr, tout dépend de ton état d'esprit, comment tu l'accueilles, le truc, mais ouais, carrément. Et ouais, ça a été un choc. Mhm. Ouais, on va parler d'un choc. Choc, ok. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse du coup du choc, ce qu'il a provoqué et qu'est-ce que ça a créé comme onde de choc? Alors, Logicplay, c'est une start-up. Mhm. Comme toute start-up, on a un projet de développement de croissance d'entreprise qui nécessite des investissements financiers notamment, des investissements humains aussi. Et du coup, on est en 2021, sortie de Covid, on fait une excellente année, on est sur une très bonne dynamique. Euh, donc on décide d'investir, donc du recrutement. Euh, et il y a un phénomène qui, je pense, n'est pas de notre fait. Mhm. Très bon début d'année 2022, déclaration de guerre en Ukraine. Alors attends, quand tu dis on recrute, recrutement, combien de personnes? On recrute à l'époque trois personnes, En équivalent temps plein? C'est 3 ETP? trois apprentis 3 apprentis, donc qui sont en temps partiel. qui sont en temps partiel. Ok. L'idée, c'est former Ouais. pour, euh, Recruter en CDI après. pour recruter en CDI, en fait. Comme on est un domaine où on ne nous forme pas à la gestion du Mhm. cimetière, donc on doit faire la formation en interne, donc on investit en fait vraiment dans cet apprentissage-là. Mhm. Et donc, des très bons débuts d'année 2022. Je me souviens, un mois d'avril exceptionnel. Parce que le mois d'avril est le mois le plus important chez nous. Les budgets des collectivités sont votés. Donc, c'est vraiment le mois phare. Et déclaration de guerre en Ukraine, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il va y avoir un choc énergétique. Mhm. Et les collectivités, je schématise extrêmement, ont le choix entre chauffer l'école et acheter un logiciel. Mhm. Naturellement, et je me mets à leur place, On le chauffe choix l'école. se fait sur chauffer l'école. Et donc là, on entame, nous, une traversée du désert Mhm. de quelques mois, en Mhm. fait, en 2022. Et ça repart un tout petit peu, léger, mais ça repart un tout petit peu. Mais euh, comme un bon dirigeant, c'est un épiphénomène, il faut qu'on continue Mhm. nos investissements, il faut qu'on continue nos efforts. Ça va passer. On change de local, on recrute encore plus, donc on passe à 13 personnes au total. Ok, tu passes de 3 salariés Ouais, à 13 personnes. à peu près, ouais. D'accord. Donc c'est belle croissance, Ok. grosse croissance. Et donc là, on a vraiment besoin de relais, on va dire, financiers à ce moment-là. Et donc on fait une recherche de financement, on obtient le financement, lettre signée, euh, qui nous permet, en fait, c'est le premier domino qui nous permet d'aller chercher d'autres financements. Qui nous permet d'aller chercher banque, BPI et éventuellement investisseurs. Ok. Donc très important le Donc premier il y domino, a un effet levier en fait pour le coup à fond. avec ce premier financement. Si on n'a pas ce premier domino-là, le Mhm. reste n'arrive pas. Donc on joue gros quand Ok. même. On est sur un projet de développement d'entreprise, donc on parle de la gestion du cimetière, mais le projet à l'époque de Logiplace, c'est de développer toute une suite de services autour des habitants. Donc l'histoire de créer un compte en gros citoyen qui permet de gérer les inscriptions à l'école, les inscriptions à la crèche, gérer la place qu'on a réservée au cimetière, gérer la réservation à la salle communale, d'avoir ce portail en fait Ouais. de services. From cradle to the grave. Voilà, Du berceau à la tombe. c'est ça. Ce sera une bonne accroche d'ailleurs. On y a déjà pensé. Ok. Et on a ce financement, on l'obtient. Le premier domino, on l'obtient le jour de mes 40 ans. Waouh. Ok. Beau Euh, cadeau. Beau cadeau. Parce que ça nous ouvre énormément de portes et c'est une sorte de récompense de beaucoup d'investissements. C'est aussi une récompense envers l'équipe. 13 personnes, pour la plupart des jeunes, qui rentrent dans une start-up dans laquelle on se sent bien, tout ça. Enfin,
On a une réputation d'entreprise dans laquelle on se sent bien. Et un mois après, j'ai un coup de fil qui, pour résumer, me dit on a oublié une vérification et on ne peut pas t'accorder le financement. Ah. Là, c'est le coup de massue. Là, c'est très violent parce que, hors contexte, je pars en vacances avec ma famille à ce moment-là, je suis sur l'autoroute Ok. et j'ai le coup de fil. Ah, ça casse les vacances, là, pour le coup. Alors ça a tout cassé. Je pense qu'il enfin, il y a une partie de moi qui est restée sur cette aire d'autoroute où je me suis arrêté pour pleurer parce que je comprends très très vite tout ce que ça implique. Et, euh, et je n'ai pas été au courant de cette vérification. Sinon, mon rôle de dirigeant étant de faire en sorte que les choses se passent bien, j'aurais pris mes dispositions au préalable, en fait. Et donc là, le premier domino ne tombera pas, donc le reste ne tombera pas. Par contre, ce qui tombe, c'est tout le projet que j'ai imaginé depuis 2018. Donc ça fait 5 ans que j'imagine ce projet-là. Un mois avant, je l'ai. Un mois après, je ne l'ai plus. Ok, donc tu t'effondres. Totalement. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, tout doit aller très vite euh, parce qu'on n'a plus de trésorerie. Donc en fait, on est fin mai 2023. Début juin, j'annonce à l'équipe qu'on va devoir déménager. Équipe de 13 personnes. Ouais, qu'on va devoir déménager. C'est un peu le choc. Parce que eux sont restés sur on a le financement, donc on va pouvoir développer le reste. Et du jour au lendemain, je leur annonce que non, il n'y aura pas de financement, il n'y a plus de projet de développement et que je suis même pas sûr de pouvoir maintenir la boîte. Donc c'est très violent pour eux aussi. Euh, mais je rentre en fait pas en mode. Enfin, c'est très bizarre comment je suis rentré, un peu un bulldozer de survie. Je sais qu'il faut que j'aille très vite pour prendre des décisions qui sont ultra importantes. Et en même temps, en parallèle, qui je pense m'a beaucoup aidé, j'en parle. À qui? J'en parle à d'autres dirigeants. J'en parle à la directrice du réseau Entreprendre Champagne-Ardenne, Clotilde, et j'en parle à mon comptable. J'en parle à l'URSSAF, j'en parle aux impôts. En fait, je ne suis pas rentré dans une coquille fermée Ouais. à me lamenter sur mon sort seul dans mon bureau. Donc j'en parle. À l'époque, bah, du coup, entreprise qui va moins bien, souvent c'est souci RH en parallèle. Donc tout le monde commence à jouer un peu sa survie de son côté. Donc l'entreprise où quelques mois auparavant j'avais une super bonne ambiance, quasiment du jour au lendemain, beaucoup moins d'ambiance. Ça se dégrade, ça se désagrège. Donc du coup, en fait, une atmosphère pas ouf, quoi. Ah, c'est ultra pesant. Ouais. Ça devient pesant d'aller au bureau. J'ai la boule au ventre tous les jours, toute la journée. C'est-à-dire que du matin jusqu'à ce que j'arrive à m'endormir le soir, ce qui n'est jamais gagné, j'ai un stress permanent. Je suis dirigeant. C'est à moi d'encaisser ce stress. Et je ne suis pas là pour me plaindre, hein, vraiment. Mais la façon, la violence de la chose, on n'est pas préparé, si tu veux. En tant que dirigeant, on n'a pas de formation. Tu vois, il y a des métiers où tu apprends le métier. Dirigeant, c'est un métier sur lequel on n'a pas de formation. Donc on a des réseaux qui nous aident à devenir dirigeant, dont le réseau Entreprendre. Mais à ce moment-là, c'est ta capacité morale à supporter la douleur ou pas. Ouais. Cette fameuse résilience qui, pour le coup, est très subjective. Ouais, cette résilience, je t'avoue encore aujourd'hui, je ne sais pas
où je suis allé chercher l'énergie nécessaire pour maintenir l'entreprise. Ok, ok. Là, on en est un mois plus tard, hein, après ce fameux appel sur cette aire d'autoroute. Pendant tes vacances, donc tu apprends que tu vas pas avoir les financements, tu l'annonces à l'équipe. Tu sens que y a plus en fait cette flamme qui animait tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après du coup? On quitte notre local début juillet. C'est d'ailleurs très marrant parce qu'on avait Éric Larchevêque de l'émission Qui veut être mon associé qui passe dans notre bureau pour qu'on lui présente en fait Logiplace dans le cadre de Plug and Start à la Technopole. Éric Larchevêque sort du bureau. Je dis à l'équipe, on prépare les cartons, on part. Donc on déménage très vite. Très bonne réactivité de la Technopole de l'Aube. Pour le coup, j'étais très accompagné dans mon processus de restriction budgétaire, on va dire. On va dans une salle à la Technopole de l'Aube. Le beau bureau de Logiplace ressemble plus à un barnum de camping qu'autre chose. Le bureau n'est plus sécurisé. Il y a des câbles partout. Je décide de mettre tout le monde en télétravail. Et en parallèle, je dois garder ma fille H24. Ah ouais, parce que pas de nounou, enfin. Parce que la nounou a un problème de santé Ouais. et je dois garder ma femme ne pouvant pas s'absenter de son travail. C'est moi qui garde ma fille H24, qui règle les problèmes de l'entreprise et qui fait semblant que tout va bien auprès des clients. Elle avait quel âge ta fille? Elle avait 9 mois. 9 mois. Nourrisson, quoi. Oui. Et je me souviens avoir passé des appels pendant plusieurs heures en la portant pour pas qu'elle pleure, en fait. Pour pas que les clients entendent que je suis en train de garder ma fille. Ouais. Tu sais, c'est un truc qu'on voit pas souvent, ça. On le voit un peu plus, hein. Tu vois, des papas qui gardent leurs enfants et qui assument leur rôle de papa, tu vois. Mais là, pour le coup, surtout dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup des mamans preneurs. On parle assez peu, en fait, des papas qui sont entrepreneurs et qui assument leur rôle de père, tout simplement, tu vois. Tout simplement, ouais. Mais c'est ouf, parce que je vois très bien l'image, en fait, de toi en train de cajoler ta fille et d'avoir ton téléphone, tu vois. Comment j'aimerais rentrer dans ta tête à ce moment-là. Tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce que je vais craquer? Je ne dois pas craquer. Comment tu te sens? Comment tu te situes sur cette balance-là? Est-ce que tu te sens partir vers le fond ou plutôt à l'équilibre ou plutôt vers le haut? Je ne sais pas. Et je pense qu'en fait, les trois que tu viens de citer, donc le fond, l'équilibre ou le haut, je pense que à 9h, je suis au fond, à 9h15, je suis en haut, à 10h, je suis au milieu, et c'est les montagnes russes toute la journée. Et je pense qu'il y a ma fille qui, pendant ce moment-là, pourrait apparaître comme une contrainte aux yeux de certains, parce que ça ne me permet pas de gérer la situation comme il faut. Je pense que ma fille me permet de gérer la situation comme il faut. C'est-à-dire que comme je la garde, je ne peux pas m'effondrer. Donc je suis obligé de garder la tête haute. Et donc de trouver des solutions. C'est-à-dire que là, il y a mon rôle de dirigeant, il y a mon rôle de papa, il y a mon rôle de compagnon. Et donc, c'est cette sorte de force où tu te dis, si je m'effondre, tout s'effondre. C'est-à-dire que j'emploie quand même des personnes. Donc, vis-à-vis d'eux, je ne peux pas m'effondrer. J'ai ma fille qui a même pas 1 an. Donc, je ne peux pas m'effondrer. Je ne peux pas la faire grandir en ayant vu son père s'effondrer. Je ne peux pas m'effondrer devant ma femme parce que, à savoir que je n'ai plus de salaire à ce moment-là. Elle le sait? Elle le sait, bien entendu. Beaucoup de transparence, il n'y a pas de...
Pas de cachotterie. Pas de cachotterie. C'est un message fort que je veux faire passer. C'est si vous êtes dirigeant et que votre entreprise connaît des difficultés, n'ayez pas de fierté mal placée. Euh, les personnes de votre entourage sont là pour vous aider. En tout cas, ma femme l'a été à sa manière. Elle n'a jamais douté de moi, jamais douté que je trouverais une solution. Que la solution soit de fermer l'entreprise et de rebondir ailleurs, ou de sauver l'entreprise pour mieux rebondir après, il n'y a jamais eu aucun doute, aucun mot d'influence de sa part. Et je la remercie du fond du cœur, parce qu'au final, c'était à moi à trouver la solution. C'était pas à quelqu'un d'extérieur. Elle était là en soutien, quoi qu'il en soit. Un soutien indéfectible Ouais. qui a duré plusieurs mois. Mm. C'est pas facile parce que quand la famille s'agrandit et tout, Mm. c'est aussi une période de rééquilibrage du couple. Ouais, et puis il y a des projets. Il y a oui, un petit projet qui s'appelle Victoria, Oui. qu'on doit faire grandir, puis un Ouais. projet personnel aussi. Ouais. Euh, mais oui, un gros soutien. Je suis désolé parce que je suis un peu ému de me replonger dans cette période-là. Mais oui, beaucoup de fonds, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, de milieu. Et toujours, par contre, toujours en parler. C'est-à-dire que même quand je suis au fond, alors bien sûr pas au client, mais quand je suis au fond, je dis je suis au fond. À qui t'en parles? Parce que tu dis que tu en as parlé à beaucoup de personnes, du coup, tu as parlé à ton comptable, tu as parlé à Clotilde Buty, donc directrice de Réseau Entreprendre. Donc, tu as eu autour de toi des personnes qui étaient en capacité de t'entendre. Donc, quand tu parles de au fond, comment est-ce que tu choisis les gens à qui tu vas parler? Parce que tu te livres vraiment, pour le coup, tu vois, et tu dis, voilà, je suis au fond du trou, quoi. En fait, je pense que c'est les personnes qui sont dans mon entourage professionnel me connaissent et savent que j'ai toujours du mal à tricher sur mes émotions. Donc, si je suis au fond, en fait, ça va naturellement se voir. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très joyeux, très souriant et tout. Et du coup, quand j'ai pas trop le moral, généralement, ça attire un peu l'attention. Et j'ai aussi la chance d'avoir des personnes ultra bienveillantes autour de moi. Mon comptable qui a été présent pour trouver des solutions. Clotilde qui a tout de suite mis en place le réseau Entreprendre pour avoir tel conseil. Lui, il est passé par là. Comment tu vois beaucoup de réactivité. Mon associé, Mine, où au final, c'était carte sur table. En mode, peut-être que l'entreprise, dans 2 mois, elle n'existera plus. Je suis désolé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais j'ai envie de la sauver. Ouais. Et je pense que le truc d'en parler sans se plaindre, en fait, c'est peut-être ce qui a fait que les gens m'ont écouté. Ouais. Parce que j'étais pas là pour me plaindre, à dire oui, c'est pas de ma faute, machin. Si, je suis dirigeant, en fait. C'est moi le responsable. Même s'il y a eu un oubli de vérification par ailleurs, je suis juriste, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'était peut-être à moi à mieux me préparer. Et du coup, d'envisager un autre avenir maintenant. On essaye d'envisager un autre avenir totalement différent du projet initial. Ok. Mais c'est temporaire, parce que là, en l'occurrence, le projet initial dépendait de cet effet levier que tu allais chercher au niveau de ton premier financeur. Ça n'a pas pu se faire pour les raisons que tu as évoquées. Mais demain, il n'empêche que tu peux à nouveau retrouver en fait une meilleure situation qui fait que tu peux à nouveau solliciter ce financeur pour avoir un effet levier. Et retrouver en fait la direction initiale. C'est un peu le sens de ma question. Alors, oui, j'aurais pu essayer de corriger le tir et refaire une demande de financement 1 an ou 2 ans plus tard. Ouais. Mais chat échaudé n'y retourne pas 2 fois. Tout à fait. Et j'ai été... je ne suis pas rentré dans une défensive vis-à-vis de l'écosystème
parce que l'écosystème troyen est bienveillant, l'écosystème régional est compétent. Enfin, il y a vraiment il y a les ingrédients pour réussir. Euh, Peut-être que c'est juste, ça n'a pas été fait pour moi, l'entrepreneur que je suis, que j'étais et que je serai. Et qu'il y a eu peut-être un choc de valeur à ce moment-là où je suis retourné sur un fondamental que tous les entrepreneurs connaissent. C'est si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, ton entreprise n'existe pas. Et c'est un peu un biais de l'écosystème startup qui a été un peu corrigé ces dernières années. Ces levées de fonds faramineuses où tu as des boîtes qui lèvent des centaines de millions, voire des milliards. Et pour une économie réelle de quoi c'est un peu bizarre. Et je pense que j'ai Oui. été... Tu parles de la valeur en fait réelle en fait de la boîte. C'est-à-dire que quand tu parles de l'univers startup, de levée de fonds, on a vu en fait des gens qui ont levé plusieurs milliers, millions, milliards d'euros ou de dollars plutôt sur une idée. Et en fait, en réalité, il n'y a rien derrière, quoi. C'est une belle idée. Et c'est ce que tu dis aujourd'hui. En fait, on va plutôt réellement regarder dans quel environnement économique se situe la boîte. Est-ce qu'il y a un réel potentiel en fait de développement de chiffre d'affaires? C'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Et il y a eu des corrections hein, dans l'écosystème. On voit que les licornes françaises prenaient au plus haut de l'État, commencent à déchanter un petit peu. Des réussites qu'on mettait en avant il y a ne serait-ce que 4 ans qui ferment. Euh, on revient à quelque chose de plus réel. Donc c'est une correction de marché, hein, ça a toujours existé. Cette spéculation autour d'entreprises. Toujours, c'est pas les startups qui ont lancé ça. Parce que finalement, une startup, il y en a beaucoup qui me disent, bah, en fait, c'est des TPE, quoi. Il n'y a pas de... tu vois. Si ce n'est que, justement, la startup peut aller lever des fonds, alors qu'une TPE va directement aller chercher du chiffre d'affaires ou du développement sur fonds propres, tu vois. Est-ce que c'est pas ça la grosse différence? C'est une différence culturelle, finalement. Ouais, et je pense que la culture française n'est pas la culture américaine. Tout à fait. Et une sorte de découverte en fait en France de ce milieu-là. Startup, ça veut dire amorçage. Donc, tu as une idée, tu recherches des premiers fonds qui te font faire une preuve de concept. Ouais. Tu montres ton concept, c'est à peu près fonctionnel. Ouais. BlackBerry a fait ça, Apple a fait ça. Mais c'est que des grands noms en fait. Et toi, tu baignes dans cet environnement-là et tu te dis ah mais je suis peut-être le prochain grand nom. Exact. Et je me remets à ma place. Hein. Je ne l'étais pas, je ne le serai pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Et tu baignes dans ce truc-là où on te dit bah, y a des financements et tout. Et du jour au lendemain, les financements se resserrent. Il y a plus de vérification et tout. Et on ne t'a pas trop informé que les règles du jeu changent. Et puis, bah, le jour où tu en es informé, tu as deux choix. Tu fermes en te disant ce n'était pas le projet. De changer de cap et tout. Donc, je ferme mon entreprise et j'aurai la fierté d'avoir essayé. Ou alors, tu apportes une correction de tir. Ce qu'on appelle pivoter en général, non? Ouais, ça a été en tout cas, nous, chez Logiplace, c'est la direction qu'on a pris, ce pivot. Ouais. Où parce que on est une start-up un peu particulière dans l'écosystème troyen. On a fait du chiffre d'affaires très vite. Là où il y a beaucoup d'idées qui vivent sur subvention et sur apport de financement, nous, on a fait du chiffre d'affaires. Notre logiciel se vend, on a du client, on a bonne réputation, on est fiable. Donc, on n'en est plus à l'étape de preuve de concept. Donc, en fait, le logiciel Logissime, pour le cimetière, nous servait de preuve, on sait faire, donc on va faire d'autres logiciels. Et le pivot qu'on a fait, c'est on est très fort sur la gestion du cimetière, ben, on va abandonner tout le reste et on va se refocaliser uniquement sur ce qu'on sait faire, là où on fait du chiffre d'affaires, là où on a du client, là où on a bonne réputation. Donc ça n'a pas été un pivot total,
à 360 degrés, Oui. à tout refaire. Ouais. Mais ça a été une coupe où on a gardé que 20% du projet de Logiplace. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt que le projet initial, c'était de se diversifier Oui, vraiment. sur la base du logiciel. Et là, vous vous êtes dit, bon, on va aller plus, on va éviter de se disperser, puis on va aller ce pourquoi en fait on est bon et on est reconnu, c'est-à-dire la gestion en fait des cimetières à travers le logiciel Logisim, Ouais, et d'aller un peu plus en profondeur peut-être sur l'outil quoi, et ses fonctionnalités. ouais, et du coup, c'est totalement ce qui s'est passé. On a amélioré nos process, Mhm. parce que du coup, petite étape qu'on a un peu zappé, c'est qu'on est passé de 13 à 4, sans licenciement. Donc fin de Waouh. contrat d'alternance. Ok, On est allé au bout de tous les contrats d'alternance. d'accord. On a eu deux démissions de CDI. Mhm. Et du coup, on a resserré l'équipe. Une équipe très réduite, hein. Anthony, mon commercial, qui est là depuis 2019. Shamara, mon assistante administrative, qui est là depuis 2021. Et mon associé, Mine. Et toi? Et moi. Et du coup, on s'est dit, bah, à nous quatre, si moi je fais ça, et toi tu fais ça, et on a refait un peu des Redistribution des rôles du coup. redistributions totales des rôles. Moi, j'ai récupéré, je crois, le rôle de 3 ou 4 apprentis, Ok. en plus de mon rôle de dirigeant. Mhm. Euh, et en faisant un pari, donc en étant très transparent avec l'équipe, de dire, je suis pas sûr que ça marche, Mhm. mais j'ai 80% de chance dans ma tête. Je crois qu'à 80% de chance que ça fonctionne. Ok. Si vous voulez partir, partez. Mhm. Mais si vous restez, on risque d'avoir quelques mois un peu compliqués. Mhm. Et ils sont restés. Et ils sont restés. Et enfin, je les remercie. Enfin, c'est assez fou en me mettant à leur place, de se dire on va suivre l'idée. Mhm. Peut-être que eux étaient convaincus aussi que ça pouvait fonctionner. Et du coup, on est à 4. Et à 4, nos clients se sont rendus compte de strictement rien. En fait, on a grandement amélioré nos process, et on a développé beaucoup d'outils pour nos clients en Mhm. parallèle, Mhm. comme si on voulait que notre cocon pour nos clients soit encore plus beau, mais en ayant beaucoup moins de personnel. Mhm. On n'est pas rentré en mode on va faire du discount maintenant. On est plutôt allé sur on va encore améliorer les services qu'on propose aux clients. Ouais. Donc on a développé toutes sortes d'outils, le logiciel s'est perfectionné, Mhm. et, et on a conservé ce qui a fait le succès originel de Logiplace, en cette fiabilité-là, cette réactivité, cette disponibilité, Mhm. et notre ambiance de travail qui est revenue. Du coup, parce que vous êtes finalement deux associés et deux salariés pour le coup. C'est ça, 2 associés, 2 salariés, avec un fonctionnement à plat, Ah c'est-à-dire qu'il oui, y a d'accord. très peu d'hierarchie. Ok, d'accord. Horizontal, du coup. Ouais, avec en fait là où avant j'étais peut-être obligé de montrer que j'étais le dirigeant, Mhm. avec eux je suis pas obligé. Mhm. C'est-à-dire en gros c'est comme si on était allé on était sur un beau paquebot de croisière, et puis du jour au lendemain on est obligé d'aller sur un canot de sauvetage, mais on sait quand même celui qui tient le gouvernail, Ouais, tu vois. ouais. Et il y a eu ce respect mutuel, Mhm. euh, et des responsabilités de chacun, Mhm. beaucoup de confiance, et ce respect mutuel où je suis pas obligé de dire que je suis le dirigeant aujourd'hui. On a traversé un truc ultra compliqué tous les quatre, Ouais. et ils savent que on a tous participé à un moment donné Mhm. à y voir un peu plus clair, quoi. Mhm. Et que aujourd'hui, dans la survie de la boîte, dans ce qui fait que ça continue d'exister, ils ont un rôle que tu reconnais. Ils ont joué un rôle et Bah, disons que si je perds mon commercial, c'est dur de vendre. ouais, c'est sûr. Si je perds mon assistante administrative, c'est dur de produire, donc de Mhm. facturer. Si je perds mon associé, j'ai plus de logiciel. Mhm.
Donc en fait, les briques, on a 4 briques absolument nécessaires pour que l'entreprise fonctionne. Et chacun a eu ce rôle-là et a pris ce rôle-là à bras-le-cœur. Donc bien entendu, cette identification des responsabilités de chacun dans le mode survie, Ouais. bien sûr qu'il est reconnu. Mhm. Oui, il y a une vraie reconnaissance de ma part en fait envers eux. Tout le monde n'a pas cette humilité, cette franchise, hein, de dire oui, je suis reconnaissant. Tu vois, c'est dans la posture du dirigeant, ça court pas les rues, quoi. Et Qu'est-ce que... pourtant, c'est souvent un reproche qui m'avait été fait auparavant Ah avec oui, l'ancienne équipe, pas suffisamment... que je manquais de reconnaissance. D'accord, ok. Euh, je t'avoue que j'ai jamais compris, parce que les personnes qui me connaissent savent que je suis plutôt bienveillant et que j'ai toujours un mot particulier. Je sais d'où je viens et quand il y a une personne qui m'aide à avancer, je sais ce que je lui dois aussi. Et ça m'avait énormément peiné de croire que je n'étais pas reconnaissant ou de croire que j'étais peut-être distant ou déconnecté, enfin je sais pas. Et c'est marrant de voir en fait aujourd'hui comment l'équipe qui est restée sait que je suis reconnaissant. Pourtant, il y a très peu de choses qui ont changé dans notre relation. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. Donc, je sais pas ça, mais bien sûr, un dirigeant seul, c'est bien, mais il dirige qui? Bah, lui-même, hein, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais un dirigeant, c'est quelqu'un qui montre la direction à suivre. Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes à emmener. Mhm. Il y a des personnes à dire, allez, viens, suis-moi. J'ai un petit rôle pour toi Mhm. dans la société. Ouais. Et je ne parle pas de la société économique, je Oui, bien parle sûr. dans la société. Mhm. Et c'est valorisant, en fait, d'avoir qu'il y a des personnes qui font confiance. En tout cas, j'ai une relation au monde du travail qui est très particulière, hein. J'ai jamais été, à part des emplois étudiants, j'ai jamais été salarié. Ouais. Et du coup, j'ai ce respect, en fait, des personnes qui entreprennent. C'est-à-dire que même s'il y a une personne que je n'aime pas, Mhm. mais qui entreprend, je respecte l'entrepreneur. Bien sûr, parce que tu sais ce que c'est. Parce que je sais ce que Tu sais c'est. ce que ça demande et ce que ça coûte. Et c'est un truc que j'avais enseigné à Y Schools Mhm. auprès des élèves, un sujet qu'attendent les dirigeants de leurs employés. Mhm. Et du coup, j'avais inversé la question dans leur tête en leur disant maintenant vous êtes dirigeant et vous allez me dire ce que vous attendez. Des employés. Ce que vous attendriez d'un employé. Vous Ouais. allez miser X milliers d'euros sur une personne. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et du coup, je pense que c'est hyper formateur Mhm. comme exercice euh, de comprendre c'est quoi le rôle de dirigeant et comment il prend ses décisions. Ouais. Et là, je sais que ça a été des décisions qui ont été très brutales, mais que si je n'avais pas pris, l'entreprise n'existerait plus. Mhm. Et là, j'aurais mis des personnes au chômage. Ça a été ta responsabilité. Ça a, ça a été ma responsabilité, mais c'est notre rôle de dirigeant d'être responsable Bien sûr. des choses et d'assumer tout ce qui se passe, même si tout n'est pas 100% de notre faute, mais d'assumer et de montrer que oui, on peut faire des erreurs. Oui, on peut avoir des déceptions, parce que c'en était une. J'ai le financement, je ne l'ai plus. Le mot est léger, mais oui, Oui. je suis déçu. Pardon. Tu l'as dit. Mais c'est notre rôle de trouver la solution Ouais. à ça. Et la solution, elle peut ne pas faire plaisir. Là, on ne parle pas de patrons de CAC 40, de très grosses entreprises qui font des licenciements et tout. Là, on parle de petits chefs d'entreprise, en fait, Ouais. qui ont 2, 3, 7, 8 salariés, 15 salariés. Mhm.
euh, où c'est un peu familial, en fait. Tout le monde connaît un peu sa place et tout. Oui, en fait, c'est pas tu balances un tweet ou tu balances un mail en disant vous êtes viré, vous revenez pas demain. Bah non, C'est des gens que tu vois, c'est des gens que tu côtoies, c'est des gens avec qui tu bosses au quotidien, en fait. mais c'est des gens que Donc tu ça vois rend d'autant évoluer. plus difficile la décision, en fait, c'est ça. Mais c'est des gens que tu vois évoluer. Tu connais leur vie Mhm, privée, tu connais mhm, leur vie de famille, tu connais. Enfin, c'est super dur, en final, mhm, quand tu es dirigeant d'une entreprise qui est en difficulté, tu te sens responsable vis-à-vis d'eux. mhm. C'est-à-dire que c'est le poids d'une déception. Bah, quand tu es dirigeant, tu as généralement mis de l'argent ou tu es caution de prêt. Mhm. Euh, bah, tu t'engages aussi auprès de ta famille, Ouais. de ton couple, etc. Mais tu t'engages aussi auprès des personnes que tu emploies. Mhm. En tout cas, c'est ma conception de la chose. Et du coup, d'assumer ce rôle-là, c'est l'assumer auprès d'un éventail de personnes tellement diverses. Tiens, c'est de ma faute. Mhm. On a raté un truc. T'as senti le poids de la culpabilité? Je le ressens toujours Mhm. parce que quand tu recrutes quelqu'un, surtout en start-up, tu le recrutes sur un développement de Ouais. l'entreprise. Mhm. Et ce développement n'a pas eu lieu. Et du coup, même vis-à-vis de Mine, mon associé, c'est plus le même projet. Mhm. Donc il y a toujours cette culpabilité de se dire, pourvu qu'il ne pense pas que j'ai menti. Ah, d'accord. C'est pas clair? Tu sais pas? Alors, si, je le sais. Mais t'as toujours Ce doute, en fait. ce doute, alors, qui s'est estompé, hein, Oui, oui, oui. au fur et à mesure du temps. Mhm. Mais ouais, la question de pourvu qu'il pense que j'ai pas fait exprès. Ok. Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça? Est-ce que tu as réussi à en tirer quelque chose de positif? Ah, j'ai tiré de tout. J'ai tiré du positif, j'ai tiré du négatif. Euh, on commence par le négatif. Euh, Rien n'est jamais acquis. C'est pas parce que tu as un papier signé que c'est acquis. Donc, rien n'est jamais acquis. Ce qui peut être et du négatif et du positif au final. Mais dans le négatif, c'est que quand tu es entrepreneur, le vrai argent, c'est celui qui est sur ton compte. C'est pas le contrat que tu as signé, mais qui n'est pas encore fait. C'est pas le prêt qu'on te promet, mais qui va peut-être pas arriver. C'est l'argent qui est sur ton compte. C'est la seule vérité. Et j'ai été naïf. J'ai été naïf de croire en cet argent. Ce que j'ai tiré de positif de ce côté négatif, c'est qu'une entreprise doit faire du chiffre d'affaires pour vendre. Ça tombe bien, la nôtre en faisait. Euh, et euh, peut-être que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, ce Ok, coup de fil. d'accord. Parce que sinon, je me réendettais. Hmm. Parce que l'argent, c'était pas un don, c'était un prêt. Oui, c'était un prêt, mais avec une échéance de remboursement plus ou moins longue, en fait, non? Ouais, mais j'avais déjà investi plus de 200 000 euros Ok. Par anticipation? par anticipation. Ouais, Donc au final, que je suis en train de rembourser maintenant. ouais. Euh, mais du coup, ça voulait dire que on avait un pool d'environ potentiellement entre 300 et 500 000 euros de financement au total. Ça voulait dire que bah, cet argent-là, j'allais le rendre à un moment donné. Dans le contexte économique dans lequel on est, avec beaucoup d'incertitudes, finalement, je suis très content de désendetter mon entreprise aujourd'hui. Donc je rembourse mes emprunts. J'en ai terminé 2 cette année. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment le point ultra positif pour moi.
C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, je n'ai plus du tout d'emprunt sur mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a une somme d'emprunt à rembourser qui était basée sur un développement de l'entreprise, donc sur un certain chiffre d'affaires, qu'on ne fait pas, puisque du coup, on a tout réduit. Donc la part de remboursement de l'emprunt par rapport au chiffre d'affaires est élevée, mais dans 2 ans, 3 ans, Ce sera soldé. Et... ça sera soldé. Une entreprise désendettée, qui fait du chiffre d'affaires, qui a un très bon EBE, bah, bien entendu que je signe 2 fois, 3 fois. OBE. Excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur comptable sur la performance, EBE. la rentabilité de l'entreprise. D'accord, ok. Ou quand tu as cet excédent brut d'exploitation qui est bas, ça indique que ton entreprise n'est pas très rentable. C'est ce qu'on appelle les bénéfices, clairement. C'est C'est une des parties des bénéfices. C'est Ok. en tout cas dans l'entrepreneuriat, Mhm. l'excédent brut d'exploitation est ce en fait, chiffre d'affaires moins les charges de fonctionnement, Exact. moins les charges de personnel. Ok, c'est ce qui Pour le reste. faire schématique. Ouais, C'est ouais, ce ouais. qui va rester une fois que tu as à peu près payé tout et tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ok, excellent, excellent, super. Aujourd'hui, je n- j'en retire beaucoup plus de positif que de négatif. Après, c'est peut-être lié à mon caractère, c'est peut-être lié à mon contexte personnel, euh, c'est peut-être lié au contexte professionnel de mon entreprise, où j'ai quand même 2 employés qui m'ont suivi malgré tout, sans vraiment savoir ce que ça allait donner. C'est peut-être lié à mon associé qui m'a apporté. C'est peut-être lié au réseau dans lequel j'appartiens. C'est peut-être lié à la somme de tout ça. Mais aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas sûr d'être guéri à 100%. Je suis pas sûr de guérir à 100%. Parce qu'un vase cassé, quand tu le recolles, tu vois quand même où est-ce que ça a été cassé. Mais par contre, j'ai énormément appris. Énormément. Du coup, quel conseil tu pourrais donner? Bon, on se méfie. Moi, je me fie toujours des conseils parce que ça, tu as ton expérience et ça s'applique pas forcément à tout le monde. Mais quels sont les indices ou les red flags que tu pourrais donner à quelqu'un qui traverse la même situation? Tu as beaucoup parlé du fait d'avoir assez rapidement en fait partagé cette situation, échangé avec des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais en fait à n'importe quel dirigeant qui traverse une situation similaire? Bien sûr que je le conseillerais de parler. Parler, c'est un exutoire. Parler, c'est se rendre compte des choses. Alors, à moins qu'on vive dans le monde du bisounours et qu'on se croit le plus fort et qu'on n'est jamais responsable de rien, mais quand tu annonces les choses, quand tu les verbalises, tu prends conscience. Si tu ne verbalises pas, il y a une partie de toi qui peut rentrer dans le déni. Et c'est vraiment un conseil très très fort que je donnerais, vraiment. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise en difficulté, ne faites pas l'autruche. Ça, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle de mentir à sa compagne ou son compagnon, de mentir sur les difficultés, de s'endetter pour faire croire qu'on a toujours un salaire, euh, que la boîte ferme du jour au lendemain. Bah, c'est le risque de vraiment tout perdre. Et le pro, mais ce n'est que du pro, et le perso. Et là, il y a quand même des enjeux qui sont beaucoup plus forts. Euh, parlez, parlez. Parlez pas à n'importe qui, mais parlez. Tombez pas dans un... Faut pas tomber dans un truc à chercher un autre exutoire qu'une vraie solution. Je parle de se mettre à boire, de fuir la réalité par divers moyens. Quand on est dirigeant, on doit trouver la solution. Si la solution, c'est fermer l'entreprise pour limiter les dégâts, c'est pas grave. Ce n'est qu'une entreprise, en fait. C'est pas toute notre vie.
Moi, j'ai une autre vie à côté. Tous les dirigeants ont une autre vie à côté. On a une vie personnelle. L'entreprise, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, faut parler. Un autre conseil que je donnerais, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, donc là, tu es en train de dire, tu parles par rapport aux subventions, en l'occurrence? Alors, je parle un petit peu par rapport à tout. Alors, les subventions, c'est bien, mais il ne faut pas que l'entreprise tourne autour des subventions. Parce que du jour au lendemain, quand la subvention elle est coupée, bah, ton projet n'a plus de raison financière d'exister. Donc, ça veut dire que tu mets dans les mains de quelqu'un d'autre la survie de ta boîte. Est-ce que tu es vraiment dirigeant du coup ou est-ce que tu es passif? Personnellement, je préfère maîtriser le truc plutôt que de mettre mes mains là-dedans. Non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faut pas être, on cherche pas à être omniscient, mais un peu de contrôle sur les conseils qu'on peut nous donner. Savoir si on parle vraiment à des personnes qui sont compétentes ou qui ont un doute. Et moi, je pense que je me suis reposé un petit peu trop sur peut-être d'autres personnes qui ont fait leur job, mais peut-être que le mien aurait été de vérifier si leur job était bien fait, parce que c'était moi le pilote de l'entreprise. Donc c'est très important quand on dirige, d'avoir pas ce truc de contrôle, de tout maîtriser, tout ça, mais d'être sûr que s'il y a quelqu'un d'autre qui fait pour vous, il le fasse bien. C'est le mot de la fin? Non, il y a un dernier mot que je voudrais te dire, c'est courage. Courage. Courage à tous les entrepreneurs. Entreprendre, c'est compliqué. Et vous pouvez être fier, on peut être fier de ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. L'image de l'entrepreneur, elle est souvent négative. Le patron. Moi, je m'adresse en fait aux entrepreneurs qui ont des petites boîtes, qui essayent de s'en sortir, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Pas 850 emplois, mais ne serait-ce que 3 ou 4. Bah, quand on est des millions à le faire, ça représente énormément d'emplois. Et on peut être fier de l'entrepreneuriat. J'ai pas les chiffres, mais il me semble bien que ce sont les TPE-PME qui génèrent le plus d'emplois en fait, hein. C'est pas les énormes boîtes. Bien au contraire, c'est ce que tu dis, hein, c'est les petits milliers de TPE-PME en fait qui maintiennent les emplois, tu vois. Oh. Donc merci, merci Loïc pour ça, pour ton témoignage, pour les leçons que tu nous as transmises aujourd'hui. Je trouve que c'est super important et intéressant. C'est pour ça que je tenais à pouvoir échanger avec toi et que tu puisses témoigner, que ça puisse profiter à d'autres qui n'ont pas nécessairement vécu, ou qui ont vécu, ou qui vivent peut-être la même situation que toi et qui se disent, bah tiens, ok, il est passé par là, il a mis ça en place. Voici des conseils que je peux tirer de son expérience. Parce que je trouve aussi, tu vois, on en discutait tout à l'heure, que je trouve que profiter et bénéficier de l'expérience d'autrui, c'est très important. Et ça participe à l'intelligence collective. On n'est pas obligé de passer pour expérimenter. On n'est pas obligé de mettre la main au feu pour savoir que ça brûle. Moi, je dirais que on parle souvent des réussites. On parle très peu alors soit des échecs, soit des moments compliqués. Et pour autant, parfois, on apprend beaucoup plus après un échec ou après un moment de galère. Et d'ailleurs, le mot échec, il veut rien dire. C'est une expérience qu'on vit. Et qu'elle se solde positivement ou négativement, de toute façon, on en sortira plus grandi que si on n'avait rien fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce témoignage inspirant de Loïc nous montre que dans la vie entrepreneuriale, on est amené à avoir des défis, à se confronter à des obstacles, mais c'est vraiment l'état d'esprit qui fait qu'on y arrive et qu'on arrive à développer des compétences, une résilience qui nous permet d'affronter ces obstacles et de les surmonter. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, c'est le dernier épisode de l'année. Je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très bientôt.